Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre, consacré aujourd'hui à Nataïs, entreprise gersoise devenue leader européenne de la fabrication et du conditionnement du pop-corn. Le directeur général de l'entreprise, Jérôme Rétoré, est avec nous. Le succès de l'entreprise est un bel exemple d'association entre la tradition agricole et les technologies industrielles de pointe. Nataïs qui porte fièrement les couleurs du Made in France. Bonjour Jérôme Rétoré. Bonjour. Vous êtes le numéro 2 de Nataïs. Vous êtes installé dans le Gers, près de Samatan, à Bézéril, et vous êtes le champion européen de la fabrication et du conditionnement du pop-corn. Alors, n'en déplaise à nos voisins d'outre-Atlantique, vous produisez 35 000 tonnes de pop-corn en vrac chaque année et 180 millions, ce n'est pas rien, de sachets micro ondable. En fait, c'est nos capacités de production. Donc, ça, c'est nos capacités de production. Aujourd'hui, on fait 25 000 tonnes de vrac et on fait 150 millions de sachets micro-ondes. Alors, votre matière première, c'est donc le maïs. Absolument. Que faites-vous exactement avec le maïs ? Alors d'abord, on le sème. Donc on travaille beaucoup avec un semencier aux États-Unis, avec lequel on travaille beaucoup sur le développement variétal pour créer des variétés qui correspondent le plus précisément possible aux attentes de nos clients. Donc une fois que la semence est sélectionnée par nos soins sur la base des différents hybrides que nous a proposé notre semencier, on les met en production chez nos 240 producteurs avec qui on travaille dans le cadre d'un contrat annuel, mais en fait avec un turnover qui est très très faible. On a une très grande fidélité des producteurs qui travaillent pour Nataïs. Et ensuite on trace la totalité. En fait on accompagne le produit de la semence jusqu'au consommateur final, en passant par l'agriculteur qui va produire pour nous, toute la partie stockage qui va se faire par nos soins dans nos silos, et notre usine de production où les quasiment 130 personnes vont travailler au conditionnement du maïs et ensuite à la distribution vers les différents clients, que ce soit les cinémas, les industriels ou la grande distribution dans le cadre du sachet micro-ondes. Voilà, on va y revenir sur ces clients, puisque vous ne commercialisez pas sous votre propre marque. Non, quasiment pas. En fait, on a développé uniquement une marque, mais qui est un petit peu anecdotique, pour ce qu'on appelle, nous, le grand export, qui s'appelle Magic Pop, qui n'est pas commercialisé en Europe, donc on ne trouvera jamais ça en France, et qui est plutôt dédié, qui est une marque pré-packagée, multilingue, qui nous permet de nous intégrer dans des marchés en développement, notamment, par exemple, l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique. On a aujourd'hui beaucoup de développement dans ces pays-là. Dans des pays où la structure de distribution n'est pas encore suffisamment développée pour qu'il y ait des appels d'offres bien structurés. Et donc, en fait, on passe par des intermédiaires et on leur pré-package, en fait, on fait tout le marketing pour eux, en fait, en leur présentant un produit qui est déjà compatible avec le marché local. Vous voulez dire que le pop-corn intéresse l'Asie ? Absolument, oui. On découvre ça de plus en plus. Il y a des potentiels de marché de plus en plus importants là-bas. Donc l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de pays en développement ou des pays déjà très bien industrialisés, comme le Japon par exemple, mais sur lesquels la France a vraiment un gros potentiel en termes de pop-corn, alors qu'on pourrait penser que c'est les Américains qui pourraient truster le marché. En pratique, les Américains sont présents là-bas, mais pas de façon monopolistique du tout. Et au contraire, ces pays-là sont en recherche de la qualité française, le sans OGM, la maîtrise de la filière, une certaine identité aussi, je pense, française, et une capacité d'innovation qu'on est capable de leur proposer. Ah, c'est ça, oui, on va revenir sur les technologies et sur l'innovation. Vous portez les couleurs du Made in France, en fait. D'une certaine façon, oui, même si notre patron, Michael Amann, est allemand, mais il est installé en France depuis plus de 25 ans maintenant, donc je dirais qu'il est presque aussi français que moi. D'une certaine façon, on veut absolument porter, en tout cas l'identité, si ce n'est française, au moins gersoise, midi-pyrénéenne d'une certaine façon, et on essaie de valoriser beaucoup la filière locale qui est capable de s'exporter à l'étranger et qui est capable de s'internationaliser. Alors, à quel moment vous avez rejoint l'entreprise, vous, Jérôme ? En 2007. 2007. Vous veniez de quel secteur ? Moi, j'avais une expérience plutôt en production agroalimentaire. J'avais travaillé dans différentes usines de crème glacée ou de pâtisserie industrielle, et donc dans des usines qui étaient beaucoup plus grosses que celles de Nataïs.
Et donc j'ai rejoint Nataïs à une époque où Michael Eman, à l'époque, fondateur, était dans une phase de développement très très important. Et si vous voulez, en 2007, quand je suis arrivé, on était une trentaine de salariés. Et on est passé très rapidement à plus de 80. Et aujourd'hui, on est 130 salariés. 130 salariés, oui. Voilà, donc j'ai accompagné la phase de croissance exponentielle qu'avait lancé Michael à l'époque. Vous êtes complémentaire en fait avec Michael. Lui était agriculteur en Allemagne. Il est toujours. Ouais. Plus en Allemagne, il y a agriculteur en France. En fait, à la base, l'entreprise est installée sur les terres de l'exploitation agricole. Donc c'est des entités séparées, mais à la base, Michael est agriculteur, il l'est toujours. Et en Allemagne, il était agriculteur également. Oui, absolument. Il est issu d'une famille d'agriculteurs, absolument. Et il est venu s'installer dans le Gers par choix. Oui, tout à fait. Par envie. Oui, tout à fait, en 89. C'est facile de développer une entreprise comme Nataïs depuis le Gers Oui, enfin... Pourquoi plus difficile qu'ailleurs? On pourrait dire que le Gers est un petit peu isolé. C'est vrai un petit peu enclavé, voilà. C'est ça. En termes de moyens de communication, c'est vrai que nous, on est en plus sur une crête. Pour ceux qui connaissent bien le Gers, c'est quand même très vallonné. Les voies d'accès sont pas forcément très évidentes. Donc c'est clair qu'on a eu quelques difficultés là-dessus. Et ça a pour l'instant jamais été vraiment un frein à notre développement, même si ça a pu quand même l'être, parce que au niveau des voies d'accès, on a quand même des endroits un petit peu limites pour les 5000 camions qui viennent tous les ans sur le site. Mais on est quand même bien accompagné à la fois par la communauté de communes, par le conseil général, le conseil régional. Donc on a eu beaucoup d'appui justement parce que je pense que Nataïs, c'est vraiment une entreprise dont tous les partenaires locaux sont assez fiers, qui créent des emplois, qui développent de l'activité agricole et qui en plus fait de l'exportation. Donc je pense que voilà, ça a fait qu'on a été quand même bien soutenu depuis notre développement et on a réussi à en profiter, à continuer à développer de la valeur sur place. Est-ce que c'est facile de faire venir des profils qualifiés justement dans votre entreprise? Parce que bon, j'imagine qu'il faut aussi des ingénieurs en recherche et développement. Est-ce que vous arrivez à recruter facilement? Alors en fait, on a beaucoup évolué dans notre structure de recrutement. Il y a quelques années, en fait, on était une start-up. Quand je suis arrivé, justement, on était à la fin de la période start-up. On était une trentaine de personnes. Donc, ça veut dire qu'on a une structure très tribale. En fait, on a Michael qui était le chef et on avait autour de lui des gens qui étaient dans une dynamique vraiment de projet, avec des qualifications qui étaient diverses et variées, pas forcément très structurées, mais une envie terrible et une croissance très importante. Et petit à petit, en passant le cap des 50 salariés, c'est pas uniquement un seuil juridique, c'est aussi un seuil organisationnel. On a besoin de créer des niveaux, voilà. Et puis on a aussi besoin de créer des niveaux intermédiaires à partir de cette époque-là, donc des structures de management, d'organisation, etc. Donc c'est ça que j'ai aidé à mettre en place. Et donc à cette époque-là, on a commencé à faire évoluer de façon très significative le niveau de compétences dont on avait besoin pour nous mesurer à la concurrence, principalement européenne. On devait faire face à des coûts de main-d'œuvre dans les pays de l'Est notamment, qui étaient beaucoup plus bas, qui sont d'ailleurs toujours plus bas que ceux qu'il y a en France. Donc on a dû investir énormément sur la productivité et on a fait des investissements colossaux justement pour se mettre à ce niveau-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est leader européen, mais c'est pas pour rien, c'était le fruit de tout ce développement-là. Et donc le niveau de compétences qu'on a cherché, qui a fortement évolué en fait au cours de ces années. Et il faut être assez clair sur le fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver des niveaux BTS. Parce que je pense que l'industrie, et peut-être l'industrie alimentaire notamment, a pas forcément très bonne presse au niveau des jeunes qui sont sur ce type de formation. Alors qu'on a rencontré beaucoup de profs de formation BTS, notamment à Samatan, dont je peux confirmer que c'est des gens d'une excellente qualité. C'est des gens qui sont motivés par leur travail, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire passer un savoir-faire. Et c'est vraiment très dommage que des classes soient souvent à moitié vide, ça arrive très, très très souvent, ce qui fait que derrière, effectivement, on a forcément une pénurie, puisqu'il n'y a pas assez d'entrées au BTS, donc il y a très peu de sorties. En sortie, oui, pareil. Voilà, et donc on a toujours eu beaucoup de difficultés pour recruter sur ce niveau-là, et donc, et parallèlement à ça, le niveau de compétences évoluant chez nous, on s'est assez rapidement orienté vers une formation de jeunes ingénieurs, là par contre, qui a vraiment bien porté ses fruits, et dont on profite aujourd'hui. Depuis 3 ans, on a mis en place un programme de formation et d'intégration d'ingénieurs sortis d'école, ou de niveau Bac plus 5, pas forcément qu'un ingénieur d'ailleurs, pour justement développer ses compétences en interne, en utilisant des gens qui ont une formation de base très complète, et qui cherchent justement à trouver chez Nataïs une première étape de professionnalisation en fait, et d'intégration dans l'entreprise pour pouvoir découvrir le monde du travail et maîtriser les bases
d'un métier d'ingénieur, par exemple. Et aussi peut-être fidéliser vos salariés, puisque vous êtes à la campagne, on le rappelle, c'est pas péjoratif, mais ça c'est un facteur aussi important. Alors c'est clair, faire venir des jeunes à la campagne. Notamment justement sur des niveaux BTS, sur des niveaux intermédiaires, je dirais que c'est encore plus difficile que sur des ingénieurs. Les ingénieurs sont beaucoup plus mobiles, les bac plus 5 de façon générale sont beaucoup plus mobiles, peut-être parce que les études ont souvent nécessité ça, et on a eu beaucoup plus de difficultés avec des niveaux BTS qu'avec des niveaux ingénieurs. Donc aujourd'hui on a des gens qui sont au contraire assez mobiles, paradoxalement, dans ce métier-là, à partir du moment où c'est des bac plus 5. Vous gardez les pieds sur terre, Jérôme ? Oui, ça, on est les pieds dans la terre. Le succès ne vous monte pas à la tête. Vous tenez à rappeler que vous êtes avant tout des agriculteurs ? Ah, tout à fait, oui. On essaye d'être un lien entre vraiment des racines très agricole, de par notre fondateur déjà à la base, et puis de par notre produit aussi. On vend quand même un produit qui est pas si élaboré que ça. On vend du grain, on le transforme pas, on l'éclate pas, on le conditionne. Alors le conditionnement est très technologique et très pointu au niveau industriel, mais on est quand même sur un produit qui est soit brut quand on le vend à des cinémas par exemple, soit juste conditionné quand on le vend à la grande distribution. Donc on vend un produit qui est quand même le plus naturel possible, et donc il faut être assez proche de ses racines pour pouvoir garantir qu'on préserve cette qualité et cette maîtrise du produit. Et en même temps, on est obligé de se battre sur un marché très compétitif, avec des concurrents qui sont très sérieux et très performants, et dont il faut se battre, voilà, et il faut avoir une structure de filière et industrielle qui soit capable de justement d'accompagner la maîtrise de ce produit depuis les racines agricoles jusqu'à la dimension internationale que mérite le produit. On va en parler dans un instant, notamment des valeurs nutritionnelles du pop-corn. Et Jean-Marie Fehrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, va nous rejoindre. À tout de suite.